Merci Emmanuel pour cette réflexion où il n'est pas se mettre d'un côté sur une transparence, se mettre d'un côté sur l'opacité n'est pas la solution. Si solution on est en train de chercher, on va donner la parole aux participants pour qu'ils puissent en débattre avec toi. Vous voulez, vous mettez la main, on vous donne la parole aux uns et aux autres qui souhaitent être les premiers. Antonio. Merci, merci beaucoup Emmanuel alors pour cette vision de la visibilité par le machinel, cette capture de sa propre visibilité par le machinel. C'est très, très fascinant. Moi, j'ai une question qui est sur la dernière partie du discours. C'est cette possibilité de penser séparer l'identité du sujet et l'action du sujet. C'est quelque chose que moi j'ai lu aussi dans les derniers livres de Giorgio Agamben, par exemple in Karman, où il cherche par la philosophie indienne de penser les actions indépendamment du sujet. Mais c'est vraiment une option ontologique, pas seulement esthétique radicale, de découper l'identité des actions. Il propose une ontologie de l'image fluide, une déontologisation de l'action. Comme vous voyez cette option concrètement? Merci. Oui, alors effectivement, cette dernière partie est celle évidemment qui est encore la plus ouverte, aussi parce que justement, elle pose de nombreuses questions et elle a des implications quand même assez considérables. Alors ça serait vraiment l'ultime conséquence et je ne suis pas certain de vouloir m'avancer dans cette direction-là, notamment la piste proposée par Agamben dans ce livre. Il y aurait beaucoup à dire sur ce livre et sur cette proposition, mais mon enjeu n'est pas de décorréler les actions du sujet pour constituer une nouvelle identité des actions. Donc, ça serait pour moi tout aussi problématique si nous dissocions les actions pour constituer une sorte de nouvelle identité asubjective, mais d'une unité des actions. Je pense que ça ne peut pas être ça la solution, mais plutôt de se demander, mais qu'est-ce qui se passe quand les actions prédéterminent toutes les possibilités futures? Et c'est bien ça la question. Donc, comment le fait que chacune des choses que vous faites dans votre vie prédétermine les possibilités dont vous disposez à l'avenir. C'est-à-dire que ce qu'un adolescent aura pu dire ou écrire à ses amis prédisposera la façon dont un futur employeur décidera ou non de l'engager, parce que nous savons aujourd'hui que les employeurs font de plus en plus recours à des entreprises tierces qui utilisent les données disponibles sur les réseaux sociaux pour découvrir des choses sur les comportements soi-disant les plus personnels des personnes, c'est-à-dire qu'on essaye de voir comment, s'ils ont des fragilités émotionnelles ou s'ils ont des comportements peut-être plus affectifs, qui seraient donc fondamentaux si on engage quelqu'un. Hein. Donc la manière dont une personne aura communiqué pendant sa vie
aura des conséquences sur l'accès, par exemple, à la formation, l'accès à l'emploi, l'accès peut-être même à la santé, etc., etc. Et c'est de ça que je veux parler. Donc, il ne s'agit pas de dire il y a un problème dans la corrélation entre la subjectivité et les actions. Ce n'est pas ça. C'est quel type de corrélation y a-t-il entre des actions passées et des actions futures, et entre des possibilités passées et des possibilités futures. Si le fait d'avoir, à un certain moment, prononcé un mot, exprimé une idée, pris part à une manifestation, vous expose à de telles sanctions, regardez ce qui est en train de se passer en Biélorussie, ce qui est en train de se passer au Myanmar, en Birmanie, ce qui est en train de se passer, je parlais d'Hong Kong, ce qui est en train de se passer en Russie ailleurs. C'est-à-dire que vous vous exposez à des risques tellement considérables pour pouvoir défendre quelque chose comme une dignité de l'accès à une vie humaine digne de ce nom, qu'on est en droit de se demander si les actions anonymisées ne permettent pas, au fond, une critique plus acerbe et plus courageuse. Donc c'est ça, c'est l'argument arendtien qui, pendant des siècles, était valable, qui était de dire, mais c'est parce que nous parlons à visage découvert que nous sommes courageux. C'est parce que nous présentons en notre nom, en mettant notre visage et notre signature sur un propos, que nous faisons preuve de courage. La parésia ne se fait pas dans l'obscurité. La parésia, le parler vrai, est un parler qui suppose de parler donc en son propre nom. Or, nous sommes en train de voir qu'avec l'expansion indéfinie du stockage des données, nous n'imaginons pas encore les usages potentiels qui peuvent être faits des traces que nous laissons dans le monde numérique. Et c'est de ça que je veux parler. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui, au-delà de la question de l'oubli numérique et de l'effacement numérique et de la possibilité de se faire oublier, de faire disparaître une subjectivité, imaginer des espaces où justement cette expérimentalité soit à nouveau possible? Donc, Facebook ou alors d'autres plateformes aujourd'hui, des réseaux sociaux, empêchent la pluralité d'identité au nom d'une lutte contre la fausseté, une lutte contre l'usurpation d'identité, etc., etc. Mais je me demande si, au vu de ce que vivent aujourd'hui des dissidents dans des pays comme l'Iran, Cuba, la Russie, nous ne sommes pas en droit de défendre, au fond, l'existence anonyme ou l'existence masquée au nom des mêmes idéaux que défendait à l'époque Hannah Arendt, mais qu'elle avait mis du côté de la visibilité. Donc voilà, je crois qu'il y a une dimension politique à défendre, aussi bien pour la vie politique commune que pour la possibilité d'un individu de se développer de manière libre, sans qu'à tout moment, l'adoption momentanée d'une attitude, d'une pratique, peut-être même d'une conviction, détermine la vie future. Voilà, je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Oui, merci. Merci beaucoup. Maintenant, Graziano, depuis un peu à temps. Graziano, c'est à toi. On ne t'entend pas. Il faut enlever ton micro. Et on ne te voit pas très bien avec la lumière. Ça me déplaît, mais je suis... Mais ce n'est pas bien grave. C'est juste le plaisir de... On voit, voilà, tu es anonymisé, il y a les mimétismes, tu es noir, là. Tu es vraiment dans le truc. Non, merci beaucoup pour ton discours. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Je me limite à deux observations. La première, c'est une demande d'approfondissement d'une chose que tu as dit et peut-être je n'ai pas bien compris, c'est-à-dire lorsque tu as parlé de la logique de la capture comme caractéristique de l'opacité algorithmique
Et j'ai compris que la logique de la capture, c'est de l'ordre de la lisibilité du texte et pas de l'ordre de la visibilité de l'image. Ça m'intéresserait si tu peux approfondir cette question parce que quelle est donc la différence entre la logique de la capture et toutes les logiques du contrôle qui part par l'image? Et là, c'est la première question. La deuxième question, c'est une question très, très complexe liée même au ces derniers raisonnements que tu as fait en répondant à Antonio. Je cherche de le dire avec une question vraiment brève. Est-ce qu'on peut parler d'un droit à l'opacité du pouvoir, pas d'un droit à l'opacité du citoyen envers le pouvoir, mais un droit à l'opacité du pouvoir, parce que tu sais que toute la question sur la transparence, c'est d'un point de vue politique la question de la publicité est née dans notre tradition, dans le débat de Kant sur la possibilité de savoir ce que fait le pouvoir, de voir ce que fait le pouvoir. Alors, lorsque j'entends le droit à l'opacité, j'ai toujours peur que le malentendu ne soit pas seulement l'autarcie impénétrable de laquelle tu parlais, mais aussi le malentendu, peut-être aussi le fait qu'ici on parle d'un droit à l'opacité, je me demande pourquoi on ne veut pas revenir à parler d'un droit à l'opacité du pouvoir. Merci. Deux questions fondamentales. Alors, je commence par la deuxième. Donc, à l'intérieur de tout ce grand projet de recherche qui débouchera, je l'espère, aussi sur un livre, sur la critique du rêve de la transparence à l'époque moderne, j'essaye de montrer pourquoi il y a un grand malentendu qui est de penser que la transparence serait un synonyme de la publicité telle qu'elle a été développée au XVIIIe siècle. Et je pense que l'idée kantienne, l'idée de publicité liée à la Öffentlichkeit, est en contradiction flagrante avec l'idéal de transparence. Pourquoi? Parce que l'espace de la Öffentlichkeit, l'espace public, est un espace discursif et donc un espace qui requiert la médiation. L'espace public est un espace où c'est à travers des médiations de tout type, des médiations discursives, des médiations technologiques, des médiations aussi sociales, s'établit quelque chose comme une réflexion commune sur la forme que veut se donner une société. Et cette réflexion, elle a besoin de médiation, mais elle a aussi besoin de temps. Kant le dit très bien, la publicité, c'est quelque chose qui opère donc par la communication, et la communication, elle se fait par un logos qui n'est donc pas immédiat. Donc c'est le contraire justement de l'intuitus divin qui est immédiat, qui voit tout d'un seul coup d'œil. Or, la connaissance humaine est finie et donc elle a besoin de médiation. Donc le grand malentendu, c'est de penser que nous pouvons tout simplement mettre la transparence là où le siècle des Lumières parlait d'une exigence de publicité. C'est vraiment toute une généalogie que j'essaye de faire pour montrer que le terme de transparence a émergé sur le tard pour en fait venir greffer une sémantique de la connaissance divine sur quelque chose qui était en fait d'un tout autre registre, puisque c'était le registre de la médiation. Donc ça, c'est peut-être la première des réponses pour dire qu'il ne s'agit pas évidemment de mettre en doute les demandes des Lumières. Deuxième sous-réponse à cette deuxième question que tu m'adresses, c'est que je ne pense pas qu'on ait besoin de défendre un droit de regard sur le pouvoir en soi. Parce qu'il ne s'agit pas de dire le pouvoir, c'est quelque chose qui serait réservé
je ne sais pas, à ceux qui prennent la décision. Pour moi, j'ai sans doute une notion de pouvoir plus ouverte, mais j'aurais tendance à dire que le pouvoir n'est pas seulement du côté de ceux qui prennent la décision. Sinon, nous n'aurions pas des révoltes et des révolutions si le pouvoir pouvait être comme ça capté par quelques-uns. Le pouvoir est diffus, il est distribué, mais évidemment, il y a quelque chose comme des monopoles dans les prises de décision. Donc, ce qui compte, c'est vraiment la question de la prise de décision. Or, si nous voulons définir une démocratie comme un régime à l'intérieur duquel tous ceux qui sont affectés par des décisions doivent pouvoir participer d'une manière ou d'une autre à la prise de décision de ces décisions qui les affecteront, eh bien, il doit pouvoir y avoir une forme d'intervention dans ces prises de décision. Donc, je dirais que oui, ça, c'est une des exigences que nous pouvons légitimement avoir dans une démocratie, c'est de pouvoir avoir soit un droit de regard ou en tout cas une manière d'intervenir, de peser sur les manières dont se prennent les décisions, ou en tout cas dont se prennent les décisions sur la manière dont les décisions se prendront. Donc ça, c'est peut-être la deuxième sous-réponse. Donc je ne pense pas que ce soit une question de pouvoir, mais c'est une question de prise de décision. La première question que tu m'adressais, c'est donc celle sur la manière dont s'articule l'organisation de cette collecte des données. Alors, il se trouve que ces dernières années, il y a eu bien sûr un développement absolument invraisemblable des techniques de collecte de données et qui passe également par des capteurs qu'on pourrait appeler des capteurs visuels. Sauf que la forme dont ces capteurs visuels opèrent n'est elle-même pas visuelle. Et le grand malentendu, c'est de penser qu'une caméra produit des images. Une caméra de surveillance ne produit pas des images. Une caméra de surveillance produit, aujourd'hui en tout cas dans la version numérique, c'est les leçons de base de toute théorie des médias, elle produit du texte, c'est-à-dire qu'elle produit quelque chose qui se présente sous forme de code. Et donc, ce texte est ensuite retransmis sous forme de visualisation pour des usagers humains. Mais ce n'est en rien nécessaire. Et c'est pour cela que la reconnaissance des patterns, la reconnaissance des schémas moteurs, par exemple, se fait par des algorithmes qui sont eux-mêmes donc des algorithmes fonctionnant sur un code discret, dans le principe de la discrétisation. Et c'est justement ce qui permet cette puissance de calcul. Si nous travaillons, si nous avions réellement affaire à des images, le calcul serait nettement plus difficile à faire. La reconnaissance se fait sur du texte. Donc les images, c'est une espèce de retraduction pour ceux qui, nous, pauvres humains, qui n'ont pas la capacité tout de suite de repérer dans un texte numérique les récurrences et les patterns. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que toute la métaphorique aujourd'hui de la vision machinique, de la perception qu'auraient les caméras, c'est une métaphorique qui est traître parce qu'elle ne nous permet pas de comprendre les procédures telles qu'elles sont réellement. Donc, la surveillance de masse aujourd'hui, avec les caméras de surveillance sous toute forme, est déjà au-delà du visuel. Nous sommes déjà dans l'au-delà du visuel. Et penser que nous pouvons comparer notre vision à la capture des machines, c'est ne pas comprendre la différence qui est au niveau tout simplement du codage. Et donc, il s'agit de grammaires complètement différentes. Et je pense qu'il serait utile à ce moment-là de parler non pas de visibilité, mais de lisibilité. Donc, c'est la proposition que je fais, une capture qui irait au-delà de ces distinctions entre le visible et le lisible. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Graziano. Oui, merci, ça répond très bien. C'est vraiment intéressant. Et je trouve que ce travail de traduction
dans le texte, ça devient une question qui a une base ontologique, mais qui a dans ton discours a des effets politiques très intéressants. Merci beaucoup. Alessandro, vous voulez te poser une question? Oui, merci Gemma et merci Emmanuel pour cette présentation. J'aurais deux petites questions. Une est liée à la question de Graciano, le problème de la capture. C'est-à-dire, c'est aussi peut-être, je suis absolument d'accord avec le suspect, avec cette idée de la vision de la machine. Je suis absolument d'accord avec ce que tu as juste dit. Mais peut-être c'est une petite provocation, mais c'est pour stimuler la discussion. Je me demande, quand on a besoin de trouver des mots et de trouver un vocabulaire pour obtenir une description de l'opération de la machine. Alors, car la lecture, l'opération de la lecture est aussi une opération très, très complexe. Je me demande, quand tu nous proposes de considérer l'opération machinique, cette opération de capture, comme une opération de lecture ainsi que des visions. J'ai l'impression qu'il y a aussi et qu'il y a encore le danger de faire une opération anthropomorphique et de faire une identification entre la décodification du texte, c'est-à-dire la décodification du code, et la lecture. L'opération de l'esprit qu'on appelle lecture dans l'expérience culturelle humaine. Alors, une petite question pourrait être, quand tu nous proposes, par exemple, ce mot capture, on pourrait faire, par exemple, le problème de la liaison du rapport entre texte et image, c'est un des grands problèmes de la culture occidentale. Alors, on pourrait avoir à l'esprit précisément que quand on trouve une nouvelle notion pour décrire l'opération des machines, il faut la différencier de la vision, mais aussi de la lecture. Alors, c'est ce que je proposerais. Du coup. Et la deuxième chose, c'est plus général. Le numérique a une histoire, on peut le dire, et cette question de l'opacité, cette question de du droit à l'opacité, mais aussi de la non-identification entre action et identité. C'était, je crois, une grande question de l'âge héroïque du web. C'est-à-dire, par exemple, je pense à Jaron Lanier. Il avait souligné beaucoup l'idée que ça, c'était le grand rêve des premiers pionniers de l'Internet et de la Silicon Valley. Alors, je te demanderai, c'est simple, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette 20 années il y a eu un changement entre le web des années 80-90 dans lequel c'était vraiment normal de penser qu'il y avait cet détachement entre identité, action, on avait la possibilité d'une identité plurielle. Alors, ça que tu nous proposes, c'est vraiment un paradoxe. C'est le passé du numérique et en même temps, c'est une proposition politique pour l'avenir. Alors, je voulais te demander si tu as une analyse aussi historique de ce qui s'est passé pour essayer de trouver une solution qui est une solution pas seulement technique, je crois, mais surtout politique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et encore, merci. Bon, deux très belles questions, hein. Alors la première, oui, je vois bien le danger d'un éventuel anthropomorphisme second, qui serait celui de dire, au fond, si on renonce à l'idée que les machines voient, à quoi est-ce que ça nous avance de dire que les machines lisent? Sauf que, évidemment, je pense que la notion même de lecture, elle ne présuppose pas du tout ce que tu appelais le décodage. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire décoder? Mais pour décoder, ça veut dire que quelqu'un a encodé, hein. Donc, je pense que le grand malentendu quand nous parlons de lisibilité, c'est de penser que la lecture présuppose un codage ou une écriture préalable. Or, quand on s'intéresse un petit peu plus près
à la notion de Lesbackheit chez Walter Benjamin, par exemple, on va découvrir qu'il y a de la lecture avant l'écriture. Et que donc, alors tu me diras, c'est toujours une technique humaine, mais nous lisons avant même qu'il y ait de l'écriture. Nous lisons les fientes des animaux, nous lisons les formes des nuages, nous lisons les signes des dieux, nous lisons les foies des animaux pour essayer les entrailles des animaux. Les Babyloniens, nous lisons la trace des corps, nous essayons de déceler une expression sur le visage de quelqu'un, nous lisons. Donc, est-ce que ce n'est pas une lecture des traces corporelles, une lecture aussi de la mimique, de la gestuelle de quelqu'un? Alors, bien sûr, on peut estimer que c'est une forme d'anthropomorphisme, mais je pense que la notion de lecture, déjà, il faudrait l'élargir bien au-delà de ce que nous appelons généralement la lecture. Donc ça, ce serait ma première réponse. De toute manière, moi, le terme que je propose, c'est celui de capture, hein, donc ce n'est pas celui de lecture, mais voilà, je pense qu'on échappe quand même à une partie du reproche qui pourrait être de dire, mais au fond, on replace un anthropomorphisme par un autre. Et de toute manière, une des caractéristiques de la lecture, c'est la décontextualisation. Or, il me semble que quand nous parlons de vision, et c'est ce qui me dérange, c'est que nous impliquons toujours un certain modèle épistémologique, qui est le modèle justement du partage d'une situation perceptive. Et alors, ça c'est ce que je retiens de la phénoménologie merleau-pontienne et non merleau-pontienne, c'est que la vision implique qu'il y ait donc une situation perceptive commune. Or, la lecture, au contraire, en tout cas la lecture sur le mode textuel, je viens de dire que ce n'est pas la seule, mais quand nous parlons d'une lecture sur le mode d'un texte, et je pense que le numérique est une lecture sur le mode du texte, donc je ne dis pas que toute capture implique un texte, mais dès lors que la capture se traduit dans une forme de trace numérique, le numérique renvoie donc à un code qui lui-même est discret ou disjoint et basé sur du nombre, d'où le nom du numérique ou du digital, puisque le propre du digital, c'est justement la standardisation des espaces entre les doigts, hein, du digitus. C'est la standardisation donc de la manière dont nous concevons les intervalles, contrairement à ce qui fait, par exemple, la particularité des images où justement les intervalles ne sont pas standardisés de la même manière dans des médias dits analogiques. Mais ça serait encore une autre question sur la théorie des médias, puisque je sais que ce sont des questions qui t'intéressent de très près, dont tu auras peut-être l'occasion de parler encore à d'autres occasions. Ça, c'est une première réponse rapide à ta réflexion sur la lecture et la capture. La deuxième, elle nous entraîne évidemment très loin. C'est au fond, mais quelle est la portée non seulement ontologique, enfin, comment faire une analyse de ces déterminations, de ce que c'est que le numérique, de ce que c'est que le perceptif, de ce que c'est que le sensible, mais aussi une dimension plus historique et plus politique. Pourquoi revenir? Je pense que tu as tout à fait raison. Hein. Au fond, ce que je défends, c'est un certain retour à une certaine utopie du cyberespace tel qu'elle avait été déployée peut-être dans la deuxième moitié des années 90 ou peut-être même avant encore, c'est-à-dire des espaces, j'ai eu l'occasion moi-même, j'ai eu la chance très tôt de me lancer dans la programmation et des choses comme ça. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était un des grands rêves, c'était justement de pouvoir créer des affinités électives au-delà des déterminations socio, culturelles, historiques, géographiques des individus. Donc la possibilité, par exemple, de se retrouver avec des personnes à l'autre bout de la planète qui partageraient peut-être votre passion sectorielle, encore une fois, pour telle et telle question ou tel et tel hobby ou telle passion. Et d'autre part, explorer aussi peut-être des identités nouvelles. Donc, c'était une des grandes promesses des cyberutopies. Alors, je laisse à d'autres la question de répondre quels ont été les facteurs qui ont fait que tout cela a disparu, mais c'est comme
très souvent. Il y a des facteurs de normalisation. Dès que des projets novateurs commencent à avoir du succès, ben, voilà, il y a d'autres facteurs, notamment économiques, qui viennent se greffer là-dessus et qui tendent à situer ces innovations du côté déjà des monopoles établis. En un sens, et ta remarque me fait prendre conscience que ce que je fais très souvent, et c'est peut-être aussi une des manières dont j'essaye de rattacher la philosophie contemporaine à une pensée sur les pratiques artistiques, c'est que les avant-gardes m'intéressent. Les avant-gardes ont toujours été du côté de ceux qui essayent de penser d'autres manières de faire, des manières de faire autrement. Et les cyberutopies des années 90 ne sont peut-être pas si différentes des réflexions des années 20 ou 30 de l'entre-deux-guerres pour penser une autre manière de mélanger les attributions, les identités, peut-être même des avant-gardes surréalistes ou peut-être même plus formalistes. Donc, une partie du livre que j'écris est vraiment consacrée à la question d'une transparence, non pas comme assignation à identité et à résidence, mais transparence comme conscience de la superposition, de la coexistence du différent dans une sorte de contiguïté, voire l'enfilade, voire l'un avec l'autre. Voilà. Autre manière de concevoir la transparence qui permettrait justement de repenser cette coexistence des différents. Bon, voilà, quelques réponses comme ça un peu en vrac qu'il faudrait remettre en ordre, mais merci en tout cas pour ces deux commentaires et ces deux questions sur lesquelles je devrais encore réfléchir plus longuement. Merci à toi. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre dans les spectateurs sur YouTube, on n'a pas pour le moment? Est-ce que dans les spectateurs, vous avez une question qui vous démange? Il faut vraiment poser. Oui. Ah, Jacopo. Oui, merci Gemma et merci surtout Emmanuel pour cette présentation très intéressante qui me cause beaucoup de questions, mais très profondes et larges. Et donc, j'ai du mal à en formuler juste quelques-unes et comme ça dans peu de temps, mais j'essaierai. De toute façon, la première est que je dis un peu comme ça de manière, disons, brutale, mais parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Et la suivante, est-ce que tu penses que, tout comme on peut parler d'une séparation, d'une schise, d'une distinction entre l'œil et le regard chez Lacan, on arrive à trouver quelque chose de pareil? Est-ce qu'il y a une analogie avec cette histoire de la capture et de la machine vision? Ou alors, là, on est exactement dans une situation de séparation entre une vision et une fonction de regard qui simplement fait tâche avec quelque chose qui en même temps peut entamer des processus de capture et de certaines manières de lisibilité. Et voilà, ça c'était un peu la première question. Et l'autre m'est venue en pensant au dernier livre de Malafouris sur, qui s'appelle Mirror Gazing et concerne un peu, disons, toute une série de usages anthropologiques du miroir, en montrant comment tout cela, finalement, il fait une sorte de material engagement à travers le miroir. Et il y a plein de chapitres qui s'occupent justement de la chasse et de la capture à travers des mécanismes de réflexion et des visions qui, de manière, je dirais, très merleau-pontienne, un peu reconnue, un peu non,
dans les textes, mais quand même la référence à Merleau-Ponty est assez claire, je pense, et sont toujours dans une relation de visibilité qui, disons, engendre à l'intérieur de la visibilité et de repliement de la visibilité sur elle-même deux possibilités de vision. Et donc, je me demandais si, au final, il y avait dans la capture, même s'il n'y a pas cette... Et je suis très d'accord avec ton analyse, même dans l'absence de cette perception partagée, s'il y avait d'autres manières de partage qui avaient plutôt à faire avec cette possibilité d'être dans une telle dynamique de je dirais de être pris dans quelque chose. Bon, je ne connaissais pas cet ouvrage de Malafolz. Merci pour la référence, je vais regarder ça. Donc, j'essaye de répondre à ta première suggestion. Au fond, évidemment, c'est un peu de ma faute parce que j'ai évoqué Lacan et la tâche, mais voilà, quelle est la différence entre l'œil et le regard, ou en tout cas entre un regard incarné et ce qui pourrait avoir tout simplement la fonction du regard. On peut penser à l'analyse que fait Lacan des ocelles, hein, donc de ses yeux sur la parure, par exemple, des papillons. Donc évidemment, cet œil sur de parure de certains papillons n'a pas pour fonction de permettre à l'animal de voir, mais de suggérer à son hôte, c'est-à-dire par exemple à son prédateur potentiel, qu'il est vu, hein, donc qu'il est regardé par un animal potentiellement plus énorme et plus dangereux encore. Bon. Donc fonction du regard contre regard comme donc un acte incarné. Alors je me demande en quoi on pourrait essayer de sauver la machine vision, parce que vous l'avez compris, je ne pense pas que ce soit un terme très utile. Voilà, je sais qu'il commence à circuler, et tout le monde l'utilise, et je pense plutôt que faudrait l'abandonner. Alors ce que tu nous suggères, c'est au fond de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de sauver la vision machinique en disant, certes, il n'y a pas de vision incarnée, mais il y a peut-être une fonction du regard. Peut-être que la vision machinique pourrait avoir une sorte de fonction du regard, de la même manière que, par exemple, l'ocelle du papillon a une sorte de fonction pour l'autre, le prédateur, pour se sentir vu. Sauf que, bien sûr, cela ne vaut que pour une partie des dispositifs de surveillance. Donc, on le sait, certains appareils de surveillance, certaines caméras sont installés dans l'espace public et sont assortis d'un message « Souriez, vous êtes filmé ». Parce que l'idée, c'est de bien montrer que vous êtes en train d'être enregistré et que cette information est censée modifier votre comportement. Hein, c'est donc le rêve ancien qui est que plus vous serez observé, mieux vous vous comporterez, étant entendu que cette observation suppose la connaissance du sujet. Le sujet doit se savoir observer. Hein, donc on revient au projet d'automoralisation que vous trouvez chez Bentham dans l'analyse que fait Bentham du panoptique. Hein, si le détenu du panoptique de Bentham se sait observer, il va adopter un autre comportement et va finir par devenir donc son propre geôlier, puisqu'il va se contrôler, il va internaliser le contrôle. Bon. Ça vaut pour une partie des dispositifs de surveillance, mais ça ne vaut pas pour tous les dispositifs de surveillance, parce qu'il y a un bon nombre de dispositifs de surveillance qui tirent justement le bénéfice de leur propre invisibilité. Hein, nous le savons, et toutes les révélations de Snowden, Wikileaks et sur justement sur les câbles transatlantiques, c'est que nous ne savons pas à quel degré ce que nous faisons, ce que nous disons est enregistré et capté
pas forcément par un Big Brother qui est installé quelque part, mais c'est tout simplement une automatisation de cette capture qui permet à un certain moment de recouper en fait ces métadonnées pour des usages potentiels dont nous ignorons peut-être encore tout. Donc, c'est justement souvent le recoupement multifactoriel de ces données, par exemple le fait de coupler tel et tel traçage d'activité avec, par exemple, une localisation géographique ou la reconstitution de réseaux communicationnels qui permettra d'avoir des informations assez précises sur les individus et, par exemple, de leur proposer un ciblage, soit publicitaire ou encore de transmettre des informations à des acteurs tiers. Donc, tout ça pour dire que je pense que ça ne milite pas en faveur d'une défense de préserver la notion de vision. Et cette chise lacanienne, elle ne s'applique en tout cas pas de façon symétrique dans ce cas-là, puisqu'il s'agirait plutôt d'autre chose. Donc, je ne suis pas certain, mais peut-être à ceci près qu'on pourrait essayer d'y voir peut-être une fonction similaire pour la forme d'automoralisation dont parle aussi Bentham et qui reprend ensuite Lacan. Je sais que je suis regardé, hein, et donc me sachant vu, je vais me comporter autrement. Et puis ça nous entraîne évidemment dans toute une phénoménologie du regard que tu connais aussi bien que moi, hein. Donc Sartre, évidemment, le voyeur se sentant vu, ayant l'impression que le regard se pose sur lui. Donc voilà, quelle est la position du voyeur? Et évidemment, la formulation de Merleau-Ponty est magnifique parce qu'il dit c'est tout simplement que le voyeur qui regarde par le trou de la serrure et qui à certains moments sent une sorte de regard coupable dans son dos, découvre sa condition ontologique, qui est que tout voyant ne peut être voyant qu'à condition d'être visible à son tour, une visibilité qui n'est bien sûr que potentielle. Mais donc, il y aurait aujourd'hui à invoquer une phénoménologie du corps sensible pour répondre à ces enjeux, pour dire que tout voyant, pour autant qu'il soit voyant, doit s'exposer au risque d'être vu en retour. Mais ça ne concerne que les êtres visibles et les êtres voyants. Or, je pense que justement, les captures machiniques fonctionnent autrement et qu'on aurait tort de superposer l'un à l'autre. Voilà. Mais bon, merci en tout cas, et je vais regarder ces réflexions sur le miroir et sur la chasse. Ça a l'air intéressant. Oui, je pense que tu aimerais bien. Merci à toi. Merci beaucoup à tout un chacun. Je vois que les spectateurs ou les panélistes, je ne sais pas si vous voulez revenir sur une question. Sinon, on peut... Ça va? Tout le monde y est? Voilà. Et donc, je voulais vraiment te remercier, Emmanuel, pour cette réflexion et pour les débats qui ont eu lieu ensuite. Et j'espère qu'on va pouvoir les reprendre. Et c'est notre dernière séance avant la rentrée. On viendra vers... c'est quoi, le mois d'octobre, n'est-ce pas, la première? C'est ça? Je vais vous dire ça tout de suite. Hein. À partir de 19h15, ils vont arriver des c'est les... Ah non, c'est jusqu'au 7 décembre. Vous ne nous aurez pas à nouveau l'au-delà du visuel. Donc, on va faire un 7 décembre, Lydia Gasperoni. Voilà, donc vous allez faire une véritable pause de recherche pour pouvoir travailler à cette question de l'au-delà du visuel. Belle soirée à tout un chacun. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis depuis YouTube, à chacun des chercheurs, à Emmanuel encore, à Antonio Lucci et Alessandro qui dirigent ces programmes de l'audiovisuel. Bonne soirée depuis les collèges de Bernardin toujours. Au revoir. Et donc, vous êtes invités pour décembre. Merci à vous. Merci. Merci Emmanuel. À la prochaine fois et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.
Merci à Merci toutes et à tous. beaucoup.